Et donc on repart avec Jean-Pierre Petit, le président des Cahiers Verts de l'économie. Salut Jean-Pierre. Salut Stéphane. La grande inconnue chinoise, c'est ce qui tient là l'essentiel de ce qui va faire l'année 2023, Jean-Pierre. Oh, il y a d'autres inconnus quand même. Enfin, c'est un point essentiel parce que c'est la deuxième économie mondiale et qu'il se passe des choses extrêmement importantes au plan sanitaire, au plan économique, au plan démographique, au plan technologique et au plan politique, international et interne à la République populaire de Chine. Donc effectivement, c'est très important. Alors il y a d'autres événements quand même. Il y a l'Ukraine. Enfin bon, bref, je ne vais pas revenir sur l'ensemble du tableau, mais la Chine... C'est aussi... Non, mais ça m'intéresse, moi. C'est aussi important, l'Ukraine. On a l'impression qu'en fait... là, on raconte effectivement... là, j'étais en train de lire, alors je ne sais pas si vous lisez le quotidien Le Monde, mais l'article du Monde sur... l'attaque contre la base russe, là, visiblement, enfin ils disent entre 90 et 400 soldats. C'est saisissant ce qui est en train de se passer, saisissant la façon dont Poutine est de plus en plus challengé par ses propres faucons, quoi, en fait, etc. Donc c'est saisissant. Et néanmoins, j'ai l'impression qu'elle se banalise presque, cette guerre, par rapport à ce qui est en train de se passer en Chine et dont on a l'impression que ce pays immense va devenir insaisissable. Oui, absolument. Mais simplement, oui, l'importance relative de l'Ukraine par rapport à la Chine risque de diminuer. Simplement, pour répondre à l'Ukraine, je voudrais juste te dire... Pour résumer, le point, c'est que Poutine est responsable du truc, c'est un criminel de guerre, il n'y a pas de doute là-dessus, mais... du point de vue de la géopolitique mondiale et du point de vue de l'économie mondiale, je pense qu'il ne faut pas trop souhaiter une victoire trop forte ou trop rapide de l'Ukraine. Pourquoi ? Parce que l'idée de déposer Poutine, que Poutine dégage, etc., c'est très dangereux. Il y a un risque de déliquescence totale de l'État russe. Il y a des armées privées en Russie. Il y a un risque de déliquescence des structures militaires, etc. On ne sait pas où on va. Faut pas oublier que c'est quand même une grande puissance nucléaire. On l'a déjà vécu. Mais oui, mais on l'a déjà vécu. La déliquescence totale de l'État russe, puissance nucléaire, c'est déjà les années 90. Ah oui, mais... La dissémination n'a pas eu lieu. Ah oui, déjà, on nous faisait peur avec cette histoire-là. Dans les années 90. Faut maintenir un pouvoir fort, etc. et tout. Non. I don't take your point. Vas-y. Parce qu'à l'époque, la transformation de l'Union soviétique, elle était démocratique. Elle l'était déjà par Gorbatchev, avec la perestroïka, la glasnost. Et quand Helsinki a pris le pouvoir en 91 après le coup d'État, qu'est-ce qui se passe ? Il y a l'installation de la démocratie. Non. Il n'y a pas eu l'installation de la démocratie. Il y a eu un hold-up manifeste fait par les oligarques sur l'ensemble de l'infrastructure de la Russie. Mais ton sujet, c'est la dissémination nucléaire. Ton inquiétude, c'est la déliquescence d'un État et la déliquescence des armes nucléaires de cet État. Non, mais il n'y a pas que ça. Ça aurait pu tout à fait se passer dans les années 90, c'est resté sous contrôle. Non, attends. C'est pas... Non, mais c'était accepté par l'Occident à l'époque parce que Helsinki était coté et donc était coté par l'Occident. Il y a eu un support du FMI, des grandes institutions internationales et surtout des États-Unis à l'égard de Boris Helsinki dans les années 90. Donc il n'y avait pas la crainte. Là, le problème, c'est que les démocrates russes ils n'existent pas, ils sont en exil ou en prison. Et d'ailleurs, je le crains aussi, ils sont minoritaires. Donc l'opposition à Poutine, actuellement, celle qui existe, et même si elle ne se manifeste pas publiquement, elle est nationaliste, jusqu'au boutiste, revancharde. Ah bah oui, mais c'est pas du tout la même chose. Cette discussion est passionnante, mais si tu considères qu'Helsinki est un démocrate, je pense que tu trouveras en Russie un démocrate comparable à Helsinki pour prendre la relève de Poutine. Tu vois, à part Kirienko, tu vois, quand tu fais la liste des prétendants officieux à une succession de Poutine, t'en as pas beaucoup de vrais démocrates. En tout cas, tu ne peux pas, de toute façon, t'as pas prise là-dessus. Ah non. La guerre a ses propres lois. Mais c'est pour ça que Mitterrand expliquait très bien, d'ailleurs, au moment des guerres yougoslaves. Ne pas ajouter la guerre à la guerre et toutes ces histoires-là. Et maintenant, elle est partie. Non, mais c'est pour ça que je disais... plus personne ne la contrôle. Oui, mais attends, ça, c'est la guerre. OK, Ukraine, Russie, OK, mais la structure du pouvoir politique en Russie, c'est très important pour le futur. Et qui va gouverner, c'est très important pour le futur. Et je crois qu'on a besoin de temps, si tu veux, de gérer le temps. Et donc l'idée de déposer Poutine et de le remplacer par des démocrates, ça c'est un vœu pieux à mon avis. Ah non, mais de le remplacer par le patron du groupe Wagner qui aujourd'hui apparaît. Je pense qu'on maîtrisera pas le truc. C'est pour ça que le dénominateur. Je pense qu'on maîtrisera pas le truc et qu'il y a danger potentiel de ce point de vue. Donc après on verra, mais je pense qu'il faut pas souhaiter quelque chose de trop radical du point de vue de Zelensky qui est très soutenu encore. On l'a vu au Mais oui, mais c'est terrible si tu dis ça. Oui, non, mais je sais que c'est terrible. Non, mais oui, mais c'est terrible à tout point de vue parce que ça veut dire que tu rentres dans un truc endémique. C'est-à-dire que tu rentres dans une. À ce moment-là, tu crées. Alors.
avec en plus une intensité 10 fois supérieure, tu crées un nouveau foyer de guerre comme la Yougoslavie. Et donc on en reparle dans 5 ans ou dans 6 ans. Mais je pense que si on dépose Poutine sans avoir prévu une structure de remplacement, tu l'auras ta guerre civile. Hein. Tu l'auras. T'as la Tchétchénie, t'as le Daghestan, t'as les républiques d'Asie centrale qui sont à moitié en guerre. Ah bah c'est énorme. Kazakhstan, Kyrgyzstan, etc. Oui, mais t'as un risque d'implosion intérieure. Là, pour le coup, elles sont pas même approchées, effleurées par la démocratie. Donc, non, mais c'est le pays le plus... On parle du nucléaire, mais c'est le pays le plus vaste du monde. C'est le pays producteur majeur, non seulement de gaz, de pétrole, de charbon, tout ça, on le sait, mais également de métaux industriels, mais également agricoles, etc. C'est un vrai sujet économique. Il ne faut pas trop déstabiliser la Russie. Je suis complètement d'accord pour dire que c'est Poutine, donc les dirigeants russes, qui sont totalement responsables de la situation, mais n'empêche qu'aujourd'hui, compte tenu de la situation, il faut plutôt souhaiter une phase de transition graduelle et essayer de la gérer au mieux possible. C'est compliqué, la géopolitique, d'un point de vue historique. Tu iras raconter ça à l'état-major ukrainien et à Zelensky. Mais il faut lui dire ça. Il faut lui dire ça. Et même si son combat est légitime, c'est pas voilà. Il faut arriver à quelque chose, il faut arriver à un compromis. Un compromis qui permette d'ouvrir des bases pour un éventuel retour à la démocratie en Russie. Je ne crois pas qu'ils ont été trop loin, là, à tout point de vue, pour le moindre compromis. Parce que tu as commencé par ça a été ta première phrase, et pour moi, c'est le sujet, en fait. C'est criminel de guerre. Oui, à partir du moment où tu as les crimes de guerre, tu ne peux plus faire de compromis. Tant que tu es sur la guerre, c'est la guerre, il y en a eu d'autres. Mais là, ils ont été très, très loin dans l'horreur. Oui, alors, bon... ça va être compliqué. Et donc, alors, nos amis chinois. Alors, nos amis chinois, tu vois, on dit souvent que Xi Jinping est un type qui a des œillères, etc. Ils viennent décider d'abandonner le zéro Covid. Ils viennent décider de tuer à peu près 2 millions de personnes. Ah bah oui, alors il faudrait savoir ce qu'on lui reproche exactement. Tu me sidères. Non, mais ce qu'on lui reprochait auparavant, c'est... Pourquoi est-ce qu'il ne pouvait pas abandonner le zéro Covid ? Parce qu'il savait qu'il avait un vaccin pourri et qu'il ne voulait pas tuer 2 millions de personnes. Et tout à coup, il s'est dit, bon, allez, c'est bon, on n'y arrive pas. Il y a un arbitrage. On l'a tous connu, ça, pas depuis deux... Non, oui, mais c'est terrible à dire. Oui, non, mais c'est terrible à dire. Mais alors, plus ou moins, effectivement, le pilotage a été compliqué pour nous aussi, pays occidentaux. Entre les deux, il pourrait quand même répondre à l'Union européenne qui lui propose des vaccins. Alors ça, je suis d'accord. Ça, c'est quelque chose qu'on peut... Mais je pense que ça, c'est dans la tradition historique chinoise, si tu veux. Il y aurait une espèce d'humiliation. Un truc grande muraille, quoi. Oui, même le dirigeant chinois, depuis la mort de Mao, le plus populaire chez nous et le plus efficace, il faut bien reconnaître, Deng Xiaoping, n'aurait probablement pas accepté ça non plus. Enfin, tu vois, c'est dans la tradition chinoise. Non, mais là, je suis tout à fait d'accord. Mais de toute façon, le taux de séroprévalence étant très, très faible, de toute façon, même avec des vaccins, il y aurait eu quand même des morts, si tu... Voilà. Alors, là, il va y en avoir probablement un peu plus. Le taux de reproduction est de 4 actuellement, donc ça a explosé en décembre. Là, c'est sûr. Sur la base du taux de reproduction à 4 et des décisions qui ont été prises, on peut prévoir un début de stabilisation de la pandémie vers la fin du premier trimestre, et donc une reprise macro au plan de la mobilité, etc., à partir du deuxième trimestre. Mais il a répondu quand même aux critiques qui étaient faites à son égard. Bon, les chiffres, de toute façon, de décès, de morts en Chine étaient faux de toute façon avant, mais il n'empêche que jusqu'à Omicron, la République populaire, sur le plan de l'arbitrage sanitaire macro, économie, risque de décès, avait quand même plutôt été bon. Et là, effectivement, ça s'est dégradé avec Omicron, parce que ce variant-là est beaucoup plus contagieux, parce que... Mais... Je lis beaucoup de choses, moi. C'est quoi ton avis ? Que la messe n'est pas dite, c'est-à-dire, oui, effectivement, immunité collective, tout ça, machin, et donc ça repart deuxième trimestre, mais colère populaire, ressentiment populaire, fort ressentiment populaire. Tu as lu cette phrase qui m'intéresse beaucoup, d'une sinologue qui dit c'est le Tchernobyl du régime. Je le dis très très vite. L'explosion de la centrale de Tchernobyl est sans doute le début de la fin, effectivement, du régime soviétique, parce que, à un moment, la population, là, s'est rendu compte qu'en fait le régime ne maîtrisait pas. Non seulement ils sont dictateurs, mais en plus ils sont plus efficaces. Écoute, et j'aime bien cette... Enfin, c'est intéressant. C'est intéressant. Je n'ai pas lu l'article, mais c'est intéressant. Mais Tchernobyl, si tu veux, les soviétiques n'avaient pas attendu 1986, puisque c'est l'accident pour voir que le régime s'effritait complètement. Ouais. On ne le disait jamais, mais simplement, quand tu dis... Moi, je me suis rendu une fois en Union soviétique et 2 fois en RDA. Je peux te dire que quand tu discutais un peu avec les gens, ils se faisaient plus d'illusions sur la qualité du régime depuis très très longtemps. Mais là, de la même façon.
façon, Jean-Pierre, de ce qu'on a vu au cœur de la politique zéro Covid, ces manifestations dans les rues, ces gens qui hurlaient aux fenêtres, ce taux de chômage de 20% pour les jeunes dans les grandes villes, etc. Et voilà, c'est là où la question commence, est intéressante. Et je trouve que la réponse de Xi Jinping sur la partie zéro Covid est adaptée. D'accord. Même si elle est un peu brutale, effectivement, elle est adaptée. Ça veut dire le régime n'a pas que des œillères, c'est pas une dictature sanglante, etc. Des mecs qui regardent pas, c'est pas un Bachar al-Assad, c'est pas du tout comparable. Tu sais, je vais dire une chose qui est le plus frappant depuis Deng Xiaoping. La légitimité du parti communiste chinois, c'est pas l'idéologie marxiste-léniniste. Oui, je comprends. C'est le fait que ce pays-là, en 40 ans, a connu la plus belle phase de développement d'un pays émergent de toute l'histoire de l'humanité. Et qu'il a extrait des centaines de millions de gens de la situation de grande pauvreté, en particulier dans les campagnes. Donc et la légitimité encore de Xi Jinping depuis 10 ans, c'est quoi ? C'est que le taux de pauvreté a diminué, c'est pas moi qui le dis, c'est la Banque mondiale. La corruption a diminué. Et moi, j'ai quand même été dans pas mal de pays émergents dans les années 90, dans le cas du FMI, etc. Je peux dire que l'un des handicaps les plus importants pour les pays émergents, pour passer au statut de pays à revenus élevés, c'est la corruption. Et celui qui a, pour l'instant, et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est des classements, enfin, il y a des classements, il y a des notes de la Banque mondiale là-dessus, sur la corruption en Chine, qui s'est améliorée. Je ne veux pas dire que tout est résolu. Et puis de toute façon, il a été impitoyable là-dessus, quoi. Mais il a eu la peine de mort pour la ligne, quoi. Voilà. Donc, du point de vue du développement, c'est absolument nécessaire. Voilà. Et tu penses que cette légitimité-là, elle reste forte aujourd'hui ? À mon avis, cette légitimité, elle reste forte. Alors, il y a le problème du chômage, il y a encore le problème des inégalités, parce que, mine de rien, il a pris des mesures, mais enfin, les inégalités, si tu prends les 0,1 ou les 0,01, elles sont plus élevées qu'aux États-Unis. Alors, donc, il y a ce sujet-là. Mais les décisions qu'il a prises en 2021, où on a parlé d'un raidissement, etc., avant Covid, avant Omicron, où il a pris des décisions sur le marché immobilier, il a pris des décisions sur les jeux vidéo, sur l'éducation, dans le secteur secondaire, etc. Il a pris des décisions sur la santé, il a pris ça, c'est qui se référait à la prospérité commune. En gros, pour limiter les profits, enfin bon, bref, je ne reviens pas. Tout ça, ça a été pour essayer de réduire ces inégalités, justement. Réduire ces inégalités et rendre le processus de croissance plus soutenable. Parce qu'il a vu la crise des subprimes aux États-Unis. Il n'est pas bête. Il a vu que les patrons des GAFAM se prennent pour des stars ou des chefs d'État mondiaux. Il suffit de prendre Musk, mais c'est presque caricatural, Musk, mais même les autres. Il ne veut pas devoir de pouvoir monopolistique de la tech en République populaire de Chine. Sur l'éducation, le bac, c'est très important pour les jeunes Chinois. Et si tu n'as pas, dans les grandes villes, si tu n'as pas assez d'argent pour aider ton fils ou ta fille dans les collèges ou dans les lycées, tu l'as pas le bac. Enfin, où c'est plus difficile. Oui. T'as pas 95% de réussite, je connais pas les chiffres, mais enfin, t'as pas les chiffres que t'as en France. Donc c'est fondamental, les jeux vidéo. Bon, il y avait des excès, c'est plus marginal. Mais tu vois, et sur les bulles immobilières, alors là, pour le coup, il y avait vraiment des comportements spéculatifs. Déjà, des achats-reventes en 6 mois dans les grandes villes chinoises. Ça, il a dit, stop. Moi, j'ai pas envie de me payer une autre crise comme celle de 2007-2009 aux États-Unis. Et ça, la prospérité commune, c'est légitime. Alors après, on critique Xi Jinping, on dit il ferme l'économie. Mais attendez, regardez ce qu'il a fait, Xi Jinping. Xi Jinping, c'est celui qui a le plus ouvert le marché financier chinois au reste du monde. Le Bond Connect, le Hong Kong Connect. Ça te dit pas non, mais tu dépasses mes compétences. Moi, je suis beaucoup le marché action et le marché obligataire chinois. Et la plus grosse pénétration des non-résidents, c'est venu par Xi Jinping. L'internationalisation du renminbi, t'as jamais aujourd'hui, par rapport à avant, les opérations en renminbi n'ont jamais été aussi, alors c'est pas complet, mais jamais autant été libéralisées par rapport à avant. Voilà. Ce que tu veux dire, c'est que petit à petit, il intègre le système financier chinois dans le système financier mondial. Exactement, il le fait aussi via Hong Kong aussi, parce que Hong Kong était de toute façon. Non, mais c'est très bien, parce que ça résume toute l'ambivalence du gars. C'est-à-dire, il le fait via Hong Kong, une fois qu'il a repris le contrôle de Hong Kong, qu'il a maté l'ensemble des efforts démocratiques. Alors, sur les efforts démocratiques, sur le système éducatif de Hong Kong, ça, il a fait des trucs. Mais si tu demandes à un gars à Hong Kong qui travaille à Hong Kong, il va te dire, est-ce que tu es embêté, enfin un Français ou un Américain, est-ce que tu es embêté dans tes opérations à Hong Kong ? Il te dira non.
On leur demandera. Il y en a qui viennent nous voir régulièrement, donc on leur demandera. Moi, je l'ai déjà fait. Là, c'est vrai que tout était faussé par la quarantaine imposée à chaque voyage. Et quand tu regardes l'internationalisation de la Chine, les investissements directs en Chine, en sortant de Chine, sont restés extrêmement dynamiques. La Chine, c'est le pays qui a participé, qui a signé à la fin de 2020 l'accord, ce qu'on appelle le RCEP, c'est-à-dire l'accord de libre-échange qui est probablement l'un des plus grands accords de libre-échange de l'histoire, qui concerne la zone Asie-Pacifique, 30% du PIB mondial. C'est Xi Jinping qui a signé. Donc, quand on n'écoute pas suffisamment ses discours, moi je lis ses discours, les deux qu'il a fait là, pour le 20e congrès. Il parle de dual circulation, notamment. Il y a un moment qu'il parle de dual circulation. Oui, mais il y a 2-3 ans qu'on parle de dual circulation. Il le fait, c'est un peu ambigu, parce qu'effectivement, il sait très bien qu'il ne peut plus compter sur la demande. Oui, voilà, c'est ça. Il faut expliquer dual circulation, c'est la demande intérieure va venir soutenir l'économie au même titre que la demande mondiale. Parce que c'est vrai. Il y a 15 ans que j'entends parler de ça. Quand même, Et c'est vrai que sur la consommation, le poids de la consommation dans le PIB, ça n'a pas beaucoup progressé. Tu étais à 35% au moment de Lehman Brothers, maintenant tu vas être 38, 39, donc tu vois, c'est pas terrible. Donc il faut développer ça. Il dit qu'il faut de la protection sociale. Alors la protection sociale, c'est bien gentil, mais quand la productivité décline, c'est pas évident à mettre en place, comme nous dans les 30 Glorieuses. Si on a réussi à mettre en place un système de retraite, d'assurance santé, chômage, etc., dans les années 50-60, c'est parce qu'on avait beaucoup de croissance et de la productivité. Il l'a pas, donc ça va être compliqué, c'est ça que je veux dire. Mais il reste très ouvert sur l'extérieur. Donc, il va avoir des super challenges qui n'ont rien à voir avec sa politique. La démographie, la population en âge de travailler qui va commencer à se casser la figure. Les contraintes environnementales, faut voir que c'est pas théorique. C'est pas seulement la pollution atmosphérique des grandes villes, c'est la désertification. C'est le fait que 80% des nappes phréatiques sont polluées en Chine et que à peu près la moitié de l'eau ne peut plus servir à l'agriculture et à l'industrie. Ça, c'est un sacré sujet qui est pas trop connu en Europe. C'est le fait que la productivité décline. C'est le fait que la demande mondiale, parce qu'en fait, fondamentalement, la demande mondiale, depuis 40 ans, elle ne se portait pas trop mal, puis elle se ferme un peu, parce qu'il y a du protectionnisme, notamment sur la tech, etc. Tout ça va être très, très compliqué, mais c'est pas dû à lui, ça. C'est dû au stade de développement. Il faut voir que la Chine, c'est 19 000 $ par habitant en parité de pouvoir d'achat. C'est plus un pays pauvre. Depuis belle lurette. Donc là, il doit passer la... Donne-nous la référence. Alors, j'ai pas la référence. Nous, on est à combien, là, un peu plus de 40 000. Un peu plus de 40 000. Les États-Unis sont à 70 000. D'accord. Voilà. Non, c'est juste avoir une ordre d'idée. La Suisse doit avoir qu'à 80 000. Mais c'est plus que le Brésil, c'est plus que l'Inde, beaucoup plus que l'Inde. C'est un petit peu moins que le Mexique. Conclusion, Jean-Pierre, ne jetons pas le bébé Xi Jinping avec l'eau du bain. Non. L'eau du bain Covid. Non, absolument. C'est ça, l'idée. Il te semble toujours en contrôle de la situation. Et la Chine reste investissable. Et la Chine reste investissable. Oui, ça c'est fondamental. Parce que je vois les analystes un peu rapides, ici ou là, où tu mélanges la Chine, le Brésil, l'Inde, la coalition contre l'Occident. Enfin, franchement, tu vas comparer la Chine et la Russie, mais la Chine est la grande gagnante de la mondialisation depuis 40 ans. Elle a gagné, et les Chinois le savent. La Russie, elle s'est complètement plantée, elle a régressé, indépendamment de la guerre d'Ukraine. Toute la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'elle va continuer à l'être ? Ah oui, en fait, c'est ça. Voilà. Elle va l'être de façon moins dominante, parce que que le grand vainqueur de la séquence, ce sont les États-Unis d'Amérique. Pour l'instant, sur les 3 dernières années, oui. Voilà. Mais la Chine voulait doubler le PIB par habitant d'ici 2035, entre 2020 et 2035. Ça suppose 4,5% de croissance l'an. Pour l'instant, on n'y est pas. Donc ça va être un peu plus compliqué. Mais ne mélangeons pas la Chine dans un magma de pays émergents anti-occidentaux. Ça ne veut rien dire. Parfaite conclusion. Ah oui. Merci Jean-Pierre. À bientôt. Jean-Pierre Petit qui nous accompagnait sur Bismart.